Bonjour et bienvenue à Reliure, quand les plumes se croisent, la rencontre avec les auteurs et autrices finalistes de cette 22e édition du prix littéraire des collégiens et des collégiennes présenté par Québecor. Le prix littéraire est une présentation du RIASC, le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Depuis maintenant plus de 20 ans, ce prix met en lumière la littérature québécoise auprès des collégiens et des collégiennes de la province, tout en encourageant le développement du jugement critique à travers la lecture. Cette année, il y a 65 collèges participants provenant des 4 coins du Québec et c'est les étudiants et étudiantes de ces collèges qui vont débattre afin de déterminer l'œuvre lauréate parmi les 5 finalistes cette année. Les auteurs et autrices en lice cette année sont Jean-Philippe Plot, Sophie Lalonde-Roux, Sébastien Dulude, Jean-Michel Fortier et Melika Abdelmoumen. Pour cette édition du prix littéraire, c'est ici, dans les studios TV de l'UQAM, que se rencontrent les auteurs et autrices afin d'échanger et de répondre à vos questions que vous, collégiens et collégiennes, leur avez posées. Je salue les personnes qui nous écoutent à travers le Québec, ainsi que notre magnifique public en studio. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, je tiens à remercier nos partenaires, notre présentateur Québecor, Lettres québécoises, les libraires, l'UQAM, le gouvernement du Québec, Biblio Presto, ainsi que notre donateur, la Fondation Marc Bourgie. Sans plus tarder, allons rencontrer les auteurs et autrices finalistes de cette 22e édition du prix littéraire des collégiens et des collégiennes. Je suis Lauriane Stevenson, co-animatrice de cette rencontre avec Jessica Saint-Germain, que l'on rejoint à l'instant. Jean-Philippe Plot est sociologue. Il travaille à la radio de Radio-Canada depuis 2005. Il a co-animé l'émission C'est fou aux côtés de Serge Bouchard de 2014 à 2021 et anime depuis l'émission Réfléchir à voix haute sur les ondes d'Ici Première. Il nous présente aujourd'hui Rue Duplessis, ma petite noirceur. Jean-Philippe, bonjour. Salut, Jessica. Ça fait presque un an que le roman autobiographique a été lancé. C'est quoi la réception du livre dans ton entourage? La réception du livre dans mon entourage, je te dirais en 2 volets. Il y a la famille élargie, la famille Plot, la famille La Rochelle, qui a reçu ça vraiment comme un coup de 2 par 4 dans le front. Je dirais que, tu sais, ces gens-là, je les ai rencontrés. C'est des gens de ma famille, des gens que j'aime. J'ai fait des entrevues avec eux. Mais je pense qu'ils n'avaient pas pris conscience que ça se ramasserait dans un livre pour vrai. Et plusieurs d'entre elles sont encore pris dans la honte de ce que je raconte, alors que moi, c'est vraiment le roman, le récit de la transformation d'une honte en fierté. Fait qu'au Québec, il y a plein de gens qui se sont reconnus dans cette histoire-là. Les gens me disent, c'est l'histoire de Monsieur, Madame, tout le monde, mais pour eux, pour elles, c'est l'histoire des Plots et des La Rochelle, donc ils le prennent encore personnel. En ce qui concerne mes parents, ils ont reçu le livre de façon un peu frontale aussi au début. Ils savaient que j'écrivais ça depuis 4-5 ans. Mais là, eux, ils sont en train de passer de la honte que j'ai écrit ça à la fierté que j'ai écrit ça. Donc, pendant plusieurs mois, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé. Là, on en est rendu à se retrouver, puis je suis vraiment content de leur réaction par rapport au livre. Puis à ce jour, est-ce qu'ils l'ont lu ou est-ce qu'ils se sont fait lire le livre? Tu sais, dans ce livre-là, je raconte entre autres que mon père est analphabète, ma mère est faiblement scolarisée. On s'est revus quelques fois. J'ai pas osé leur poser la question de savoir s'ils l'ont lu. J'avais pas envie de pitcher une bûche dans le foyer de la honte. Fait que je ne sais pas s'ils l'ont lu. Clairement, ils se sont fait raconter des bouts du livre, ou en tout cas, ils ont consulté le livre. Évidemment, je leur ai envoyé avec une dédicace, ils en ont pris connaissance. Mais dans nos discussions, souvent, je me dis « Ah, je pense qu'ils l'ont pas lu parce qu'ils me racontent des trucs, puis c'est dans le livre, puis ils me racontent ça comme si j'en avais jamais parlé ailleurs. » Mais surtout, ce qui me touche, c'est que, tu sais, mes parents, la première fois qu'on s'est vus, mon père m'a dit, avec la réaction du public à Drummondville, entre autres, tu sais, il y a plein de gens qui sont allés les voir pour leur dire, excusez-moi, je vais sacrer, là, mais plein de gens qui sont allés voir mes parents pour dire, vous devez être en crise que votre enfant ait publié ça. Tu sais, ils sont passés de ce type de réaction-là à, ils sont fiers maintenant, puis mes parents m'ont dit, quand on s'est vu la première fois, je pensais qu'on n'allait jamais te revoir. On pensait que tu étais en colère contre nous. Puis là, on comprend que tu es plus en colère contre une société qui produit les inégalités puis qui les reproduit, tu sais. Fait que je pense ce livre-là,
va, je pense, nous rapprocher, alors que plusieurs pensent qu'il nous a éloignés. Puis tu nous disais en pré-entrevue que la valeur sociologique du livre est plus importante au final. Je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus. Bien, tu sais, écrire un récit comme ça au jeu, tu sais, parce que moi, j'aime dire que c'est ma vérité sociologique qui est dans ce livre-là. Tout ce qui est là est vrai selon moi. Évidemment, si mes parents l'écrivaient ou si les gens de ma famille l'écrivaient, probablement qu'il y aurait un autre point de vue. Mais, fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai fait le pari de raconter ça le plus proche de ce que je pensais que c'était, ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, je ne sais pas, j'ai pris un risque en publiant ça, puis je me disais, la valeur sociologique de ce livre-là, au final, va être plus grande que le prix que je pourrais payer en le publiant. Puis, tu sais, le fait que les ponts soient coupés avec ma famille élargie, c'est un gros prix à payer, tu sais. Mais je fais confiance au temps pour qu'on finisse par se retrouver puis qu'ils finissent par voir le vernis d'amour qu'il y a dans le livre. Tu sais, je pense que j'ai fait le bon pari parce que, oui, la valeur sociologique de ce livre-là, je pense, est plus grande que le prix que j'ai eu à payer parce qu'il y a plein de Québécois qui se sont reconnus là-dedans. Puis je les rencontre dans des salons du livre, dans des causeries. Puis pour vrai, ça me touche. Hier, j'étais à Saint-Hyacinthe, puis tu sais, je t'en parle, puis je suis encore ému. J'ai 2 amis de mon enfance qui sont venus me voir là. Puis il y a tout un public qui vient à ma rencontre. Puis tu sais, j'ai écrit ce livre-là pour me libérer, mais pour tendre une main aussi à l'autre avec un grand A, puis ça se passe. Puis, tu sais, oui, la valeur sociologique est plus grande, je pense. J'ai une question qui me vient du cégep de Trois-Rivières, les étudiants là-bas qui se demandent a-t-il été difficile de doser la part de notions sociologiques tout en laissant de la place au récit? Je me suis promené tout le long de l'écriture de ce livre-là entre le personnel puis le sociologique. T'sais, moi, je suis sociologue de formation, mais en même temps, je n'avais pas envie de faire une espèce d'essai qui part d'en haut, en anglais, on va dire top-down, qui plaque une grille d'analyse sur la réalité. J'avais vraiment envie de partir du terrain, d'un jeu social, puis faire remonter, faire émerger les concepts. T'sais. Fait qu'est-ce que ça a été difficile? Non, ça a vraiment fait partie du processus de création. Puis j'y tenais parce que, tu sais, on me demande souvent à qui j'ai voulu parler avec ce livre-là. J'ai voulu parler à tout le monde, autant aux gens de mon milieu d'origine qu'à des intellectuels. Fait que, tu sais, pour moi, ce processus d'écriture-là venait justement me permettre de rejoindre, je pense, les 2 univers. C'est tout le temps qu'on avait, Jean-Philippe. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Puis on te garde avec nous, on se rejoint un peu plus tard pour que les auteurs répondent à toutes les questions des étudiants et étudiantes. Et à l'instant, on rejoint Lauriane qui nous parlera de Poudreuse avec Sophie Lalonde-Roux. Merci. Sophie Lalonde-Roux a 27 ans, des tatouages en l'honneur d'Albert Camus. Elle aime la couleur, rire fort, la nostalgie et aimer. Elle nous présente aujourd'hui son tout premier roman, Poudreuse. Salut Sophie! Allô! Sophie, tu as déjà participé au prix littéraire en tant qu'étudiante pendant ton parcours en littérature au Cégep. Et aujourd'hui, tu le vis en tant qu'autrice avec ton premier roman. Comment tu te sens? Bien, c'est tellement drôle, pour vrai. C'était tellement inattendu. Tu sais, le prix littéraire des collégiens, pour moi, c'était comme « Ah, c'est le plus gros prix genre, pour lequel je pourrais être nommée. » Puis je le pense encore un peu parce que je me rappelle de mon expérience au cégep dans le temps, puis je me rappelle à quel point on trouvait ça cool, puis à quel point on avait tellement tripé à lire tous ces livres-là, puis à quel point on avait fait des belles découvertes aussi. Puis de vivre ça maintenant, mais de l'autre côté de la médaille, c'est vraiment excitant. Et là, justement, j'ai des questions des collégiens, des collégiennes. Il y a le Cégep de Rimouski qui demande « Est-ce que l'histoire racontée dans Poudreuse est inspirée de faits vécus? » Ça, c'est l'histoire, la question qu'on me demande tout le temps. Non. C'est sûr que, tu sais, on prend toujours des parties du réel pour écrire. On prend toujours certains trucs qu'on connaît un peu, avec lesquels on est un peu familier. Mais tu sais, en termes de comme l'histoire en soi, non. Puis j'ai essayé même de m'en éloigner le plus possible. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai pris un personnage qui était masculin, puis tout ça, parce que je voulais pas qu'on m'associe, moi, la personne que je suis, à l'histoire. Finalement, ben, ça marche pas tant, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des parties qui sont inspirées de... Mais c'est ça, justement. Sinon, ton inspiration, elle vient d'où? Bien, c'est tellement drôle parce que
ces sujets-là, tu sais, le deuil, la drogue, tout ça, c'est des trucs qui me suivent depuis que ça va avoir full dark, là, mais depuis que je suis vraiment jeune, j'écris sur ces sujets-là, ça m'intéresse, ça m'attire un peu là, de façon un peu glauque, là. Puis, tu sais, si je regarde même les histoires que j'écrivais quand j'avais comme 8-9 ans, là, comme ça finissait toujours par aller vers ça. Fait que je pourrais pas te dire d'où ça vient vraiment. Je pense qu'il y a comme une partie de moi qui est juste comme, qui était interpellée par ça. Puis, ben tu sais, après le fait que j'en ai fait un roman, ça me surprend pas. Puis ça n'a pas surpris mon entourage non plus. Bizarrement, là, tu sais, ma mère, elle me dit « Ah ouais, ça te ressemble. » OK. Mais justement, aborde des sujets qui peuvent être considérés un peu plus lourds, plus tragiques. Le cégep de l'Outaouais demande: est-ce qu'il y a des péripéties ou des événements de l'intrigue que tu as hésité à ajouter dans le roman? Et si oui, qu'est-ce qui t'a poussé à les raconter au final? Écoute, tout était une grosse hésitation. J'avais tellement peur de tomber comme dans le misérabilisme un peu, puis comme vraiment que les gens fassent « My God, mais c'est vrai, c'est lourd pour être lourd, là. » La façon dont j'ai réussi à contourner ça un peu, c'est que j'ai essayé de rajouter de l'humour, j'ai essayé de rajouter un peu d'ironie, de rendre ça quand même drôle, puis de rendre ça quand même attachant au final, pour pas qu'on fasse comme à chaque fois qu'on lit quelque chose qui est peut-être un peu plus troublant. C'était important pour moi de pas tomber comme dans l'espèce de trauma porn un peu, là. Fait que je suis allée vraiment plus dans le... Oui, c'est lourd. Oui, le personnage, ça va pas bien, ses affaires. Oui, des fois, il a le goût de mourir. Mais au final, il y a quand même des moments de lumière. Puis je les mets en valeur, ces moments-là, justement pour que, quand on lise, on ait des moments de soulagement en même temps. Oui, exact. On retrouve quand même un équilibre là, en des moments plus tragiques et plus légers, si on veut. Une autre question du cégep de l'Outaouais. Pourquoi était-il important pour toi d'écrire un livre dans un registre de langue familier et à la première personne? Oui, bien, en fait, le registre de langue familier est venu avec le fait que j'écrivais à la première personne. Je pense que c'était un peu inévitable. J'aurais pas été capable d'écrire La Voix de Louis-Antoine si je l'avais pas écrit pour vrai. Fait que ça allait de soi que j'allais aller chercher ce registre-là. Puis après, bien, je trouve que c'est vraiment important de faire briller la langue familière, la langue québécoise, là, dans les romans qu'on lit. Je trouve que comme souvent, on la snob un peu, alors qu'il y a quelque chose de très beau à ça. Puis je trouvais ça important de me pencher là-dedans. Puis c'était un beau défi pour moi aussi, qui était habitué en littérature, d'aller comme peut-être un peu plus dans le registre littéraire. Là. Fait que c'était vraiment le fun. Et est-ce que c'est bien reçu? Oui, vraiment, vraiment plus que ça à quoi je m'attendais. Okay. Je m'attendais à ce que les gens fassent comme « My God, mais tu sais pas écrire, t'as pas de vocabulaire, puis comme t'es dans mes poches. » Mais finalement, j'ai vraiment une meilleure réception que ce que je pensais. OK. Et puis, justement, le livre il est assez court. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre assez court pour une histoire qui se passe quand même sur plusieurs années? Bien, comme plusieurs personnes de ma génération, je me fais très influencer par TikTok et les Reels et tout ça. Fait que ma capacité de concentration est vraiment réduite Je comprends ça. versus ce qu'elle devrait être. Puis, des fois, j'ai de la misère à me concentrer sur des livres de comme 300 pages, tout ça. Puis, je me disais, bien, j'ai envie d'écrire un livre que moi, j'aimerais lire, puis que moi, j'aurais du fun à lire. Moi, un livre qui se lit en un après-midi, là... On aime ça. C'est ce que j'aime, c'est ce que je veux lire. Fait que c'était un peu ça que je voulais faire aussi. Puis ça me permet d'aller ratisser plus large aussi avec des gens qui peut-être lisent moins. Puis là, ils font « Ah, ben tu sais, finalement, ça se lit vite. » Oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci on se à retrouve toi. plus tard dans l'émission. Et là, on s'en va rejoindre Jessica et Sébastien Dulude. Né à Montréal en 1976, Sébastien Dulude a grandi dans le quartier Mitchell à Thetford Mines de 6 à 16 ans. Écrivain et éditeur, il est l'auteur de 3 recueils de poésie, dont Ouvert l'hiver, paru aux éditions La Peuplade en 2015. Aujourd'hui, on parle ensemble de son premier roman, Amiante. Sébastien, bonjour. Bonjour. Ça me fait un plaisir de te recevoir. J'ai lu le livre et là, comme plusieurs, je me suis posé la question... Amiante, c'est pas une autofiction. C'est quoi la part de vérité dans ce livre-là? Un peu comme Sophie disait, il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas été chercher très, très loin, mais sans la volonté de l'organiser pour chroniquer ma jeunesse dans cette ville-là, à Thetford Mines. Donc, ça me fait penser un peu à un effet de rêve par moment où c'était des souvenirs un peu pêle-mêle et je m'en suis servi où est-ce que c'était le plus intéressant pour le récit. Mais donc, il y a plein d'éléments familiers, mais pas au bon endroit, par exemple. J'ai floué beaucoup de choses, un peu par respect pour certaines personnes aussi, parce que la démarche, pour moi, c'est une démarche de fiction, mais qui allait vraiment être campée sur
un moment dans ma vie assez étanche. Entre mes 6 ans et 16 ans, j'ai vécu dans cette ville-là d'où on ne venait pas comme famille. Donc, c'est vraiment un genre de coffre-fort que je n'avais pas rouvert, en fait, et je m'en suis servi. Mais pour construire cette grande fiction-là, qui est l'histoire d'un petit qui me ressemble quand même pas mal beaucoup, avec un ami complètement inventé que j'ai, moi aussi, désespérément cherché. Tu dis que tu as ouvert comme un coffre-fort. Ça a-tu fait ressortir des choses que tu t'attendais pas en écrivant ça? Absolument. Pour commencer, j'ai pas une bonne mémoire, puis j'avais pas cette idée-là non plus que je me disais ça, je vais en parler, ça, je vais en parler. C'était vraiment pas ça. Moi, j'avais une construction de récit, le passage de l'enfance à l'adolescence, puis je savais qu'il y avait des scènes clés. Et là, en écrivant des scènes même assez abstraites ou plus contemplatives, c'est quoi l'été, je me suis concentré sur les sensations, le bruit de la mine, tout ça. Et là, il est remonté vraiment des détails assez précis qui m'ont surpris. Il y a des personnages que j'ai écrits aussi, puis après coup ou en cours d'écriture, je me suis réalisé « Ah, ça, c'est une telle ou un tel ». Je n'avais pas réalisé que je m'inspirais de quelqu'un que j'avais connu. Mais j'étais vraiment pas tourné vers cette idée-là du réel. J'avais vraiment un projet de fiction à mener. Ouais. Puis là, bon, avec la faim, entre autres, mais c'est une symbolique qui revient beaucoup, la symbolique du feu dans l'amiante. Peux-tu en développer un peu plus là-dessus? Oui, bien en fait, c'est là, je pense, où il m'est apparu qu'il y avait un roman à faire parce que ce territoire-là me hante, mais il y a vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est le minerai qu'on extrayait à l'époque, qui est un isolant parfait, qui éteint le feu. Donc, il y a toute cette question-là. Ce serait intéressant de métaphoriser l'histoire d'un adolescent qui arrive assez poqué de l'enfance avec un feu intérieur. Mais là, on a une espèce de problème poétique, comment exploser dans une ville qui ne brûle pas. Donc, je trouvais qu'il y avait une tension là que j'ai un peu exacerbée entre les éléments aussi. J'ai mis de l'eau, j'ai mis de l'air. C'est arrivé un peu en construction du roman où je me disais, c'est intéressant d'équilibrer le roman sur ces principes-là. Puis tu as écrit 3 recueils de poésie quand même par le passé, donc on peut sentir que tu es poète dans ce livre-là. C'est important pour toi de mettre tout ça là-dedans, ton style? Bien, il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur la manière qu'on écrit. C'est clair que moi, j'ai pas entrepris Amiante. Je savais bien que je construisais un roman, puis ça a d'autres exigences, mais ma manière d'écrire, je ne l'ai pas remise en question. Pour moi, c'est sûr que je rentrais dans le langage de la même manière qu'en poésie, avec l'idée de maximiser le sens en utilisant des mots des fois un petit peu qu'on tord un peu pour créer un nouvel éclairage sur les mots. Pour moi, le langage, je voulais que ça fasse partie de l'expérience de l'histoire. La fin du roman est traitée de manière très métaphorique et là, plusieurs étudiants de différentes cégeps se demandaient c'était quoi ton intention derrière la fin? C'est une fin ouverte. C'est difficile d'en parler sans divulgacher, mais en gros, le roman, il y a des moments où Steve, c'est un narrateur qui est très anxieux et qui a une grosse tendance à se replier sur lui-même. Et j'ai essayé de semer des moments dans le roman où il arrive à des moments de surcharge émotive, le personnage, où à mon avis, il n'est pas si fiable que ça. Il est un petit peu réfugié dans sa tête. Et est-ce qu'il est dans le réel à ce moment-là? Donc, il y a des scènes comme ça, entre autres un discours qu'il prononce dans une église, où là, j'ai travaillé le fait qu'il est aveuglé par la lumière et il dit des choses. Est-ce qu'il les dit pour vrai? Moi-même, je ne le sais pas, mais j'ai voulu travailler cette ambiguïté-là. Puis, bien, sur la fin, c'est un petit peu le même procédé, mais en même temps, pour moi, la fin, c'est... J'ai piloté ce roman-là, j'ai écrit pendant pas mal d'années, puis à la fin, j'avais l'impression que j'étais sorti hors de l'orbite de la Terre, puis il fallait que j'atterrisse sur mon dixaine que j'avais semé depuis le début, que je savais que je voulais atterrir là. Puis, bien, ça a donné ce que ça a donné, en fait. OK. Et qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ce livre-là? C'est une histoire d'un enfant qui, je trouve, qui est assez exceptionnel, mais qui n'était pas écouté pour ce qu'il est. Il était beaucoup écrasé. Il est question de violence domestique, de violence familiale, le père qui est rude avec lui. J'aimerais ça qu'on réalise, mais on le fait de plus en plus parce qu'il y a quand même une époque là, qui a changé pas mal, mais qu'on peut passer à côté d'enfants assez exceptionnels en voulant les écraser. Puis je trouve qu'à l'image d'une ville dont le destin est fermé parce qu'on est sur le déclin de l'industrie de l'amiante, bien, cet enfant-là, il n'y avait pas beaucoup de destin possible. On l'a un petit peu abîmé. Donc, c'est sûr qu'à l'adolescence, pour lui, au moment où il faut qu'il se définisse sur le plan de l'identité, c'est plus difficile. Donc, il faudrait les écouter. C'était un premier roman pour toi. Est-ce que l'expérience va se poursuivre pour un deuxième roman éventuellement? Oui, j'ai commencé à travailler quelque chose. C'est un nouveau cycle. J'aime explorer des relations. J'aime créer des altérités que je trouvais que la poésie, de la manière que je l'écrivais, ne me permettait pas. Donc, j'ai envie de poursuivre, d'explorer des intériorités, mais de personnages qui entrent en relation. Bien, merci beaucoup, Sébastien. On Avec se plaisir. retrouve un peu plus tard et tout de suite, on retrouve Lauriane aux côtés de Jean-Michel Fortier.
Né à Québec en 1987, Jean-Michel Fortier a étudié la littérature à l'Université Laval et le cinéma à l'Université de Montréal. Il est l'auteur des romans Le chasseur inconnu, Les bains électriques, La révolution d'Agnès et Tout me revient maintenant, qui est finaliste au prix cette année. Salut Jean-Michel! Salut Lauriane! Tout me revient maintenant, ça raconte l'histoire de Colin, un adolescent au début des années 2000. C'était quoi ton public cible en écrivant ce roman? Moi, j'ai écrit un roman dont j'ai l'impression qu'il pourrait être lu et compris par à peu près tout le monde. Maintenant, je pense qu'en l'écrivant, je me replongeais moi-même dans mon adolescence, donc à une époque, en 2003, où moi j'avais 16 ans. Fait que j'imagine que je me suis dit que ce serait un roman qui s'adresserait d'abord peut-être à ma génération, aux millénarios qui avaient 16 ans en 2003. Parce qu'il y a une touche de nostalgie, disons, qu'on peut avoir quand on a connu cette époque-là puis qu'on lit ça. Il y a beaucoup de références culturelles, des références à des événements aussi. Puis ensuite, maintenant, c'est vrai que le personnage narrateur, c'est un adolescent de 16 ans. Peut-être que des adolescents de 16 ans d'aujourd'hui peuvent s'y retrouver, mais moi, je pense que je l'écris surtout par rapport à ma génération. Ouais. Donc, est-ce que tu t'attendais à ce que les collégiens et collégiennes aient autant un coup de cœur pour ton livre? Oui. Ben non. Moi, je ne sais pas s'ils l'aiment, mon livre, finalement, parce que c'est pas eux qui l'ont mis dans les 5 finalistes. Non, j'ai été super surpris puis super ravi d'être finaliste à ce prix-là. Justement, parlant des collégiens et collégiennes, on a des questions de leur part. Okay. Il y a le cégep Tandré Laurando qui demande « Est-ce que ce roman est une autobiographie ou plutôt une fiction inspirée de ta vie? » C'est une autofiction, mais il faut insister sur fiction en autofiction pour moi parce que ça reste des événements inventés. Le côté autofiction du roman, c'est que Colin, c'est moi. C'est à peu près ce que j'étais comme adolescent. Puis j'ai grandi à Québec, à Sainte-Foy, dans les années 2000. Mais pour ce qui est de ce qui arrive à Colin, c'est une histoire d'amour. Tout me revient maintenant. Donc cette histoire d'amour-là, c'est une invention parce que j'avais envie de peut-être donner au personnage une histoire d'amour que plusieurs personnes queer à cette époque-là vivaient pas à 16 ans parce que les choses, et maintenant aussi d'ailleurs. Donc c'est une autofiction, je dirais. OK. Ouais. Et en quoi Colin te ressemble? Parce que Colin me ressemble, c'est ça, hein, c'est que Colin, c'est moi, à 16 ans, tel que je me vois maintenant. C'est-à-dire que, tu sais, moi j'écris ça, j'avais 34-35 ans, j'ai essayé de me replonger dans la tête de ce que j'étais à 16 ans. J'imagine que c'était à peu près comme ça que j'étais, mais c'est sûr qu'après ça, la reconstruction, le souvenir, c'est toute une fictionnalisation de ce qu'on a été. Mais Colin, c'est moi parce que c'est un jeune homme queer à Sainte-Foy qui aime Céline Dion, qui est timide, qui ne réussit pas à s'accepter. C'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Les personnages qui gravitent autour de lui, disons que c'est un cadre que je connais aussi, mais c'est là que l'invention entre en ligne de compte parce que je ne voulais pas non plus raconter la vie de ma famille. C'est ça. OK, donc c'est ça, les personnages secondaires sont plutôt inventés. Plutôt. En tout cas, c'est bien de le dire. OK. Mais justement, par rapport aux personnages secondaires de l'histoire, c'est une question que je me suis moi-même posée, mais il y a le cégep de l'Outaouais qui te demande quelle était exactement la raison pour les noms de Catherine et Guillaume pour presque tous les personnages secondaires dans ton livre. Bon, cégep de l'Outaouais, je ne sais pas en ce moment dans vos classes c'est quoi les noms de tout le monde, mais moi, quand j'étais au secondaire, tout le monde s'appelait Catherine puis Guillaume. Dans ma classe, il y avait comme 4 Catherine puis 3 Guillaume. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui s'appelait de même. Donc, je pense qu'au début, je me suis mis à appeler les gens Catherine puis Guillaume parce que c'était le nom qui me venait, parce que j'en connais tellement, des Catherine et des Guillaume. Puis après ça, je me suis dit que ça allait être drôle d'appeler tout le monde comme ça. Puis aussi, je pense que ça montre un peu à quel point le personnage se sent différent de tout le monde, il se sent à part. Il voit le reste du monde comme un bloc, puis lui, il sent qu'il n'arrive pas à entrer dans ce bloc-là. À tort ou à raison, là, je veux dire, c'est sûr que ces personnes-là... je pense que le personnage a tort d'une certaine manière dans la façon dont il voit les autres, mais c'est comme ça qu'il se sent. Donc, tout le monde est une Catherine ou un Guillaume, puis moi, je m'appelle Colin. Je suis pas dans la gang. Encore le cégep de l'Outaouais, pourquoi est-ce que tu as choisi que Colin ne fasse pas son coming out à sa famille? Parce que c'est vrai, parce que la littérature, c'est de la fiction, mais il faut que ce soit vrai aussi. Puis c'est pas vrai que Colin, à 16 ans en 2003, il tombe amoureux d'un gars. Le gars, déjà ça, c'est beaucoup. Là. Il tombe amoureux d'un gars, le gars l'aime aussi. Ils sortent ensemble, ils ont une belle histoire d'amour. Déjà ça, c'est beaucoup d'idéalisme, je trouve. Mais c'est pas vrai que tout ça se passe dans un espace de 6 mois, puis qu'après ça, il réussit à faire son coming out à la planète entière, à sa famille, puis à s'accepter. Les choses prennent du temps. Elles prenaient du temps dans ce temps-là, elles en prennent encore sûrement pour beaucoup de gens. Fait que je tenais quand même à ce qu'il y ait une dose de réalisme dans le livre
parce que ça aurait été mensonger, je pense. Ça aurait été trop utopique. Tu sais, c'est pas un roman utopique, c'est un roman quand même assez réaliste parce qu'il y a une certaine violence quand même dans ce que vit Colin. La fin, d'ailleurs, est un peu violente. Bon, voilà. Mais justement, est-ce que tu envisages peut-être de continuer cette histoire dans un tome 2? Non. Non? Bien, je pense que je l'ai écrit, j'ai pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait. Puis, tu sais, je pourrais reprendre Colin puis l'amener à un autre moment dans sa vie. Mais moi, j'aime ça, j'aime pas la routine, j'aime vraiment ça changer ce que je fais. Puis ça tient aussi pour la création. Donc, je pense pas qu'il va y avoir un tome 2. OK. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. On retrouve maintenant Jessica et Melika. Romancière et essayiste, Melika Abdelmoumen est née à Chicoutimi en 1972. De 2005 à 2017, elle a vécu à Lyon. Elle est rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises et donc une figure incontournable de la scène littéraire québécoise. Son essai Baldwin, Styron et moi, paru en 2022 puis adapté au théâtre, a suscité un vif débat sur les enjeux d'identité et d'appropriation culturelle. Elle nous présente aujourd'hui Petite Ville. Melika, bonjour. Bonjour. J'ai juste une petite précision. Je ne suis plus rédactrice en chef de Lettres québécoises, mais depuis décembre. C'est Nicolas Giguère et Mégane Desrosiers maintenant, mais j'y ai été pendant plusieurs années. C'est juste que je ne voudrais pas leur voler la vedette. Il n'y a pas de problème. On les salue. À mes remplaçants qui sont très, très doués. Désolée. Il n'y a pas de problème. Dans ton roman, on lit beaucoup le point de vue de Mia, évidemment, sœur adoptive de Simon, journaliste décédé de qui on enquête la mort. Le personnage de Mia est fort présent. Explique-moi pourquoi tu voulais absolument que ça soit une femme, ton personnage principal. Ah, bien, pourquoi pas? J'ai envie de répondre. Oui. C'est vrai que je suis la seule dans les 5 dont le protagoniste principal est une femme. Mais pour moi, c'était naturel. C'est naturel depuis longtemps d'avoir des narratrices puis des héroïnes féminines qui sont parfois des anti-héroïnes parce que ça fait longtemps qu'on s'attache et qu'on accepte les anti-héros ou les hommes imparfaits. Puis les femmes, il faudrait toujours qu'elles soient un petit peu reléguées à une espèce de perfection où il faudrait qu'elles soient attachantes. Et puis moi, ça fait longtemps que j'ai des personnages féminins comme ça, là, compliqués, résilients, blessés, abîmés. On est plusieurs, hein, Catherine Mavrikakis, Nelly Arcan, Marie-Cécile Labrèche, on est plusieurs à être attachés à ce type de personnage-là. Donc, c'est ça, tout ce que je peux dire comme réponse, c'est que c'était très spontané pour moi d'y aller comme ça. Bien, c'est spontané à la lecture aussi. Bon, évidemment, comme tous mes collègues, c'est sûr qu'il y a des ressemblances entre l'héroïne et moi, on doit dire. Petite Ville traite de sujets, des thèmes parfois sensibles, voire tabous pour certains, entre autres le racisme, la pauvreté. Oui. La critique sociale est au centre de ce livre-là. Pourquoi choisir le polar pour exprimer ça? Ah, bien, pour moi, le polar, c'est un des meilleurs véhicules pour faire une sorte de radiographie de la société et de ce qui peut nous inquiéter dans la société. Bien, la littérature de genre en général, hein, le fantastique, le thriller, c'est vraiment un des genres littéraires où on prend particulièrement plaisir à faire ça. Donc, moi, je suis une fan de ce qu'on appelle le polar social anglo-saxon, donc des grands auteurs américains comme James Sallis ou James Lee Burke, Dennis Lehane. Donc, Dennis Lehane est peut-être plus connu. C'est lui qui a écrit les livres qui ont inspiré Mystic River et Shutter Island, en tout cas, bref. Et pour moi, ça a toujours été autant les séries que les films, que les livres policiers. Pour moi, le policier est un grand genre. Donc, il y a le côté, le plaisir de la recherche, de l'enquête, de l'histoire qui est racontée, donc un côté qui est plus ludique. Mais il y a aussi moyen de faire une espèce de radiographie fictive de la société, mais qui parfois s'approche de la vérité, par un détour, si on veut. Et tu parles de vérité, de réalisme, il y en a, oui, mais le Cégep de l'Outaouais nous demande pourquoi avoir choisi d'ajouter du merveilleux ou peut-être même de la dystopie dans l'histoire. Ah oui, bien, d'une part, la raison pour laquelle ça se passe dans un lieu inventé, c'est que je voulais réfléchir sur la situation actuelle par rapport aux classes sociales et aux médias dans les grandes villes. Et j'avais vu ça à Lyon quand j'y habitais, j'ai vu ça à Montréal, j'ai vu ça aux États-Unis, plus là à travers la littérature et les films, parce que je ne connais pas tant que ça les États-Unis, mais si je suis allée quelques fois. Donc pour moi, il fallait inventer des lieux où tout ça était mélangé. Et en plus de ça, bien, quand je travaillais sur le roman, parce que j'ai travaillé quand même pendant 10 ans dessus, j'ai découvert les polars de Gary Victor.
qui est un auteur haïtien, donc les polars vaudous. Et chez Gary Victor, il y a ce mélange de vaudou, de fantastique et de réalisme. En plein milieu de la ville, à Port-au-Prince, les morts et les vivants se croisent, ils vivent ensemble. Puis il y a ça dans la culture qui est loin de notre espèce de culture blanche, très nord-américaine, très cartésienne. Et puis j'ai trouvé que je me reconnaissais là-dedans. Donc je me suis lancée, puis j'ai suivi mon instinct, si on veut. Et on se demande aussi pourquoi, puis ça m'a quand même, à la lecture, j'ai été surprise de voir ça. Pourquoi avoir transformé la relation frère-sœur en une relation amoureuse? Bien, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne sont pas frères-sœurs. Ils ont tous les deux été adoptés par la même femme, mais ils ne sont pas frères et sœurs. Et je pense qu'il y avait aussi donc, symboliquement, bien sûr, ils ont été élevés ensemble. On peut avoir ce réflexe-là, puis c'est normal. Je pense qu'à la lecture, on se le demande. Mais pour moi, c'était vraiment une manière de montrer qu'ils sont différents de tous les autres. Ils sont racisés, ils viennent d'un milieu pauvre, ils ont un regard sur le monde. Par exemple, eux, ils voient les fantômes que les autres ne voient pas. Eux, ils ont une communication paranormale entre les deux que les autres n'ont pas. Donc, il y a toute cette espèce d'idée de... Puis bon, c'est un thème en littérature qui est très connu, hein? Les frères et la sœur, souvent jumeaux, qui sont dans une relation particulière comme ça. Donc pour moi, c'était vraiment de montrer que c'est eux contre le reste du monde, un peu Simon et Mia, cette espèce d'histoire d'amour, puis de sororité, fraternité, mais qui est symbolique, puisqu'ils ne sont pas nés de la même mère. Et rapidement, en terminant, par le passé, tu as déjà mentionné avoir reçu une menace de mort. Oui. T'en as pas eu depuis non, la publication va pour du livre, l'instant, mais pas à ma connaissance. Peut-être que mon chum me les cache. En quoi cet événement a nourri le roman? Ah, ben, ce qui a nourri le roman, c'est que c'est après le blog d'un journaliste très connu où il me traînait dans la boue que j'ai reçu des menaces puis des insultes à mon travail aussi. Puis ça faisait longtemps que je voulais réfléchir à cette question des chroniqueurs qui jettent de l'huile sur le feu et puis qui cherchent des incidents pour les monter en épingle, puis qui cherchent vraiment à provoquer des polémiques et des scoops à partir de la haine. Et ça faisait bien avant que ça m'arrive à moi que ça m'intéressait. Mais c'est sûr que là, de l'avoir vécu de l'intérieur, ça m'a forcé à réfléchir autrement. Et étonnamment, on aurait pu penser que mon journaliste polémiste, dans mon roman, il serait détestable et vraiment horrible. Mais non, j'ai même réussi à lui trouver une humanité. Donc, ça a peut-être été thérapeutique, qui sait. Bien, merci beaucoup, Mélika. Merci beaucoup. On te garde avec nous. On va maintenant aller rejoindre les 4 autres auteurs pour répondre aux questions des collégiens et collégiennes. C'est le fun de vous voir tous rassemblés à la même table. On a donc recueilli les questions des collégiens et collégiennes partout à travers le Québec, en studio aussi avec nous. Alors, nous venons du cégep de l'Outaouais, qui a beaucoup de questions aujourd'hui pour vous. Après avoir eu le retour des lecteurs, voudriez-vous changer quelque chose de votre roman? Et si oui, quoi et pourquoi? Je vais aller avec Jean-Michel, si tu as envie de répondre. Le retour des lecteurs que j'ai, c'est que la fin est insatisfaisante. Mais je la changerai pas parce que c'est la vérité, comme je disais tantôt, là, parce que la fin est réaliste. Puis pour moi, de toute façon, à un moment donné, il faut arrêter d'écrire. Pas parce qu'on pourrait ne jamais arrêter d'écrire. Tu sais, Colin, j'aurais pu le mener jusqu'à 95 ans, puis il meurt. Tu sais. Mais à un moment donné, il faut que... C'est assez littérature. Il faut arrêter, puis il faut savoir arrêter. Voilà. Parmi vous 5, est-ce qu'il y en a un ou une qui voit peut-être une suite, justement, à son livre? Ou... Pas du tout. Moi, je ne vois pas une suite. En fait, si mon éditeur était ici, il me dirait « Tu as déjà raconté ton histoire, donc on ne va pas étirer la sauce. Mais puis je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que je travaille sur une déclinaison de Rue du Plessis. Je suis très intéressé, très inspiré par l'œuvre d'Édouard Louis, qui a pris des personnages et qui les a fait vivre et évoluer. Puis sinon, moi, j'ai l'impression que la suite de Rue du Plessis s'écrit pas mal tout seul depuis le mois d'avril, c'est-à-dire que toutes ces causeries-là que je fais, les rencontres avec le public me nourrissent énormément, m'interpellent aussi sociologiquement. Puis j'ai envie d'en témoigner. Il y a tellement de gens qui m'ont écrit que cette parole-là, j'ai envie de lui donner une valeur publique, puis de faire peut-être un roman choral. Parce que mon hypothèse de base, au départ, c'était que je n'étais pas tout seul de ma gang à être transfuge de classe. Puis je l'ai constaté sur le terrain. Fait que j'ai comme envie d'ordonner à ces gens-là qui m'ont lu puis qui m'ont écrit. Fait que, une suite déclinaison, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais il va y avoir quelque chose. Il va y avoir autre chose après, oui. On se demande aussi, du côté du cégep, André Laurando, si vous pouviez dire quelque chose à votre personnage principal, qu'est-ce que vous lui diriez? Puis j'ai envie de tous vous entendre là-dessus parce que, bon, pour toi, Jean-Philippe, c'est ton histoire carrément, mais vous vous êtes dit, vous êtes inspiré un peu de votre vie aussi pour chacun de vos personnages. Donc, qu'est-ce que vous diriez à votre personnage principal si vous aviez la chance de lui parler?
Moi, je pense que je garderais ça court, mais juste accroche-toi, ça va aller. Mettons, quelque chose dans ces lignes-là, là, tu sais, pas trop le pousser non plus, parce que ça sert à rien à quelque part quand tu te fais juste pousser dans une direction, on dirait que tu as envie d'aller dans l'autre direction, mais de juste comme, mettons, y faire un câlin. Juste. C'est toujours réconfortant. Ouais. Je sais pas s'il y a Ça ressemble quelqu'un à d'autre. ça, moi aussi. Le petit Steve, il a besoin de se faire dire je t'aime, je pense. J'y dirais ça. Puis, considérant tout ce que je vis depuis la sortie de ce livre-là, qui est vraiment extraordinaire, j'ai envie de dire merci aussi. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait rebondir là-dessus? Oui. Moi, je pense que je dirais à Mia, reste une femme différente et reste une femme imparfaite. On a le droit d'exister. Ah, c'est beau. C'est bien dit. On va enchaîner avec une autre question. Est-ce qu'il y a un travail... Ben, en fait, est-ce que... Je le sais pas mal, il y a un travail de recherche exhaustif sur la plupart de vos romans. Comment ça se décrit, chacun de votre côté, ce travail de recherche-là? Moi, il est assez structurant, en fait, parce que j'ai campé ça sur 2 années en particulier. Puis au début, j'ai mis ça un peu calqué sur mes propres années à moi, juste pour mieux me resituer, pas avoir à recalculer des années scolaires avec tel âge, par exemple. Mais quand j'ai commencé à réaliser que les 2 enfants de l'année 86 allaient avoir le hobby de collectionner des catastrophes, j'ai tapé catastrophe 86, puis j'ai fait OK, j'ai vraiment trouvé une bonne année là, avec la navette Challenger qui explose et Tchernobyl et tout. Donc, c'est devenu. Puis en 91, je savais que je voulais atterrir à un moment où la musique prendrait un gros rôle de révolte et c'est Nirvana qui change tout pour ma génération. Donc, mais dans ces recherches comme culturelles, un peu de référents culturels, il faut faire attention de ne pas trop se complaire en mettre juste pour le plaisir aussi. Il faut vraiment que ça serve l'histoire. Puis on creuse beaucoup plus que ce dont on a besoin ultimement quand on écrit. Oui, puis j'imagine que ça fait ressortir des choses là, quand vous... on s'en est parlé tantôt, Sébastien, en entrevue, mais est-ce qu'il y a des découvertes que vous attendiez pas à faire dans la recherche de votre livre? Moi, je tripe dans la vie sur les archives. Fait que pour ce livre-là, j'ai fait sortir des archives, même de la Société d'histoire de Drummond. Je suis tombé sur des photos de la shop où travaillait mon père dans les années 60, en fait, au début des années 80. Puis, tu sais, je me rappelle quand j'ai reçu, en fait, il faut mettre ça en contexte, là, ils ont envoyé à l'époque, au début des années 80, un photojournaliste pour couvrir l'inauguration de la shop. Et il se trouve que sur ces photos-là, mon père est représenté. Puis moi, j'avais toujours pensé jusqu'au moment où j'ai vu ces photos-là que mon père était passé à côté de sa vie en travaillant dans le shop. Puis là, je t'en parle, puis je suis ému, mais quand j'ai reçu ces photos-là, puis que j'ai vu, tu sais, ça demeure que des photos, mais quand même, mon père, il avait l'air heureux sur ces photos-là, puis je me suis dit, il y a là un artiste de l'enseigne lumineuse que je n'avais pas vu avant ça. Donc, tu sais, le pouvoir des archives, c'est très fort. Puis ça m'a vraiment bien servi pour ce livre-là. Tu as vu plus qu'un travailleur dans ce que... Oui, c'est comme une forme d'hommage. Puis c'est comme une célébration de ce type de travail-là. Parce qu'on a tendance à hiérarchiser les savoirs, à se dire que, mettons, le savoir d'un sociologue, c'est plus important que le savoir d'un ferblantier soudeur. Puis non, au contraire, je pense que ça s'équivaut. Mélika, de ton côté, il y a beaucoup de recherches aussi? J'ai fait énormément de lectures parce que je fais une critique des médias dans mon livre. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures sur les médias, évidemment, l'urbanisme, l'histoire de Lyon, parce que les paysages des grandes villes françaises avec les banlieues séparées, isolées, où on entasse les pauvres, les immigrés et les migrants, ça m'a beaucoup nourri. J'ai écrit des essais avant d'écrire le roman qui tournaient autour des questions que j'aborde dans le roman, mais surtout, il y a le terrain. C'est-à-dire que j'ai fréquenté et je fréquente encore à distance une famille de Roms de Roumanie que j'ai vu vivre dans des cabanes de bidonville, sous des bretelles de périphérique, dans des hôtels, dans des appartements prêtés par des organismes sans but lucratif et qui sont maintenant de retour en Roumanie. Et donc là, de passer du temps avec d'autres voisins, d'autres citoyens ordinaires comme moi, avec ces familles-là, à essayer de les soutenir, d'aider à inscrire leurs enfants à l'école parce qu'on refusait d'inscrire les enfants à l'école parce qu'ils étaient Roms, de voir de mes yeux la grande pauvreté pendant des années, ça a été vraiment une claque. Et puis, je me suis dit, il faut que quelqu'un témoigne de ça d'une manière ou de l'autre. Donc, je l'ai fait dans plusieurs essais, mais là, je l'ai fait sous forme romanesque, parce que là, on peut encore aller plus loin dans la vérité, mais en faisant semblant de faire de la fiction, si on veut. On a parlé beaucoup de recherche, mais dans vos démarches d'écriture, j'ai envie d'en entendre plus. Est-ce que vous avez des rituels lorsque vous écrivez, une manière... est-ce que vous vous leviez tôt le matin pour écrire ou comment ça se passe de votre côté? Écoute, pour ma part, moi, je vais au vibe vraiment librement. Là, je suis pas structurée du tout dans mon approche. Je pense que ça paraît un peu dans mon livre aussi, qui est comme assez
fragmenté, là, parce qu'en fait, je l'écris de façon fragmentée aussi. Moi, j'ai un petit blitz d'inspiration, puis là, souvent, je suis pas devant mon ordinateur, fait que là, j'écris sur mon téléphone, puis à un moment donné, j'ai le temps de m'asseoir, fait que là, je retranscris mon paragraphe de mon téléphone à mon fichier Word, puis là, je l'oublie là pendant 2 mois. Puis à un moment donné, je me dis, peut-être que je le relirai. Là, je le relis, je dis, c'est bon finalement. Puis là, je continue. Puis là, ça se fait comme ça pendant 4 ans jusqu'à ce que j'arrive à un moment où je me dis, mais mon Dieu, je pense que c'est complet, je pense que c'est terminé. mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, on l'envoie. C'est toujours un travail de longue haleine, là. Oui, un peu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait s'ouvrir là-dessus? Moi, Vas-y. Non, mais c'est un peu comme Sophie. Là, j'ai pas vraiment de. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est juste un moment qu'il faut trouver. Là. Il faut juste. Oui. Parce qu'on peut pas. En tout cas, moi, je peux pas écrire toute l'année. Il faut que je travaille aussi. Je veux dire, c'est un travail, mais il faut que je fasse un travail qui me paye bien. Fait que l'écriture, c'est m'asseoir quand j'ai le temps, dès que je peux, aussi souvent que je peux. Puis juste le faire, parce qu'il faut pas. Parce qu'à partir du moment où j'arrête pendant longtemps, après ça, c'est plus difficile de recommencer. C'est juste un mouvement qu'il faut perpétuer, je pense. Parfait. Puis, finalement, je ne sais pas si Jean-Philippe, tu voulais... Moi, je concentre l'écriture l'été. J'ai un immense privilège, c'est-à-dire que l'été, mon émission de radio prend fin, fait que j'ai comme 8 semaines, puis ça se concentre là. Fait que moi, je suis très discipliné quand ça part l'été. Puis, pour écrire Rue du Plessis, moi, c'est pas un conseil, mais c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai écouté beaucoup de musique de mon enfance. Que mes parents écoutaient, Herbert Léonard, Dieu ait son âme, Patrick Normand. Puis ça a fait remonter plein de souvenirs. Fait que, c'était comme très, très efficace comme outil. OK, je prends des notes si je veux écrire un jour. Et finalement, une question qui nous vient du corps professoral de l'UQAM. Est-ce que vous voyez un film, peut-être un jour, à partir de votre œuvre? C'est une grosse question quand même. Dans mon cas, il y a c'est vraiment en pré-développement, mais il y a un projet de mini-série de 6 épisodes. On est en train de discuter avec un ami qui est producteur, scénariste, réalisateur, acteur. Et donc, c'est ça. Mais nous, ça serait plus 6 épisodes, vu la complexité ou la longueur du roman. Et puis, je suis une fan finie des mini-séries. Donc, mini-série, c'est 6 fois 1 heure. Donc, on croise les doigts. OK, intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre... Pour Amiante, on a annoncé cette semaine qu'on avait signé. On a reçu plus d'une proposition de maisons de production et de réalisateurs. On a étudié ça. C'était un peu étourdissant. Mais avec Microscope et le réalisateur Yann Giroux, je co-scénarise et on a amorcé le travail d'adaptation pour un film. C'est vraiment des belles nouvelles, tout ça. Bien, on va vous souhaiter à tous un beau futur pour peut-être un deuxième livre ou pas du tout, complètement une autre œuvre. Merci beaucoup à vous. Avant de conclure, bien, je tiens à prendre le temps de vous remercier pour votre ouverture, votre générosité, puis en espérant que votre partage va pouvoir aiguiller les étudiants et étudiantes dans leur délibération. Merci à vous 5 finalistes du prix littéraire des collégiens, collégiennes, Jean-Philippe Plot, Sophie Lalonde-Roux, Sébastien Dulude, Jean-Michel Fortier et Mélika Abdelmoumen. Au cours du mois de mars, les étudiants et étudiantes des 65 collèges participants vont délibérer afin que chaque collège désigne ses œuvres coup de cœur parmi les 5 finalistes. Ensuite, le 11 avril prochain aura lieu la grande délibération nationale à Québec où un ou une étudiante porte-parole de chaque collège participera. Suite à cette grande délibération, l'œuvre lauréate sera choisie puis annoncée au Salon international du livre de Québec. L'auteure ou autrice gagnante remportera la bourse Bourgie-Lemieux de 5 000 $. Parallèlement à ce processus, les membres du jury étudiant sont invités à participer au concours Ma première critique, propulsé par Lettres québécoises. Les auteurs et autrices des 5 critiques gagnantes verront leurs textes publiés dans l'édition numérique de septembre de la renommée revue littéraire Lettres québécoises, en plus de remporter un abonnement d'1 an. Encore cette année, le prix littéraire des collégiens et des collégiennes est fier de jouer un rôle clé dans la promotion de la littérature québécoise auprès de la jeunesse. Et avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, on doit être fier de notre littérature locale et on doit redoubler d'efforts pour la soutenir. Merci à notre présentateur Québécois, merci à nos partenaires l'UQAM, le gouvernement du Québec, les libraires, Lettres québécoises, Biblio Presto et merci à notre donateur, la Fondation Marc Bourgie. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres aujourd'hui, que ce soit ici en studio ou derrière vos écrans.
Merci pour votre participation au prix littéraire des collégiens et des collégiennes. Bonne lecture et bonne délibération.